Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue, vous êtes sur El Marharibiya, quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Microscoop. Merci pour votre fidélité, merci pour vos réactions, vos commentaires, vos témoignages et bien évidemment toutes les informations que vous nous transmettez, notamment aux activistes, aux militants, aux associations, tant bien que mal. On va y revenir ce soir, c'est l'actualité, puisqu'il est loin d'être facile de militer, puis aussi de monter des associations, de parler des droits de l'homme. C'est l'actualité ce soir, le titre de l'émission qui va s'afficher. Refus de recevoir l'ONU, 2 points, un niet et des questions. C'est les questions qu'on va se poser. On va revenir donc sur ce rapporteur, cet officiel, ce représentant de l'ONU qui était attendu pour le 12 septembre. Eh bien, la visite donc de ce rapporteur spécial, elle a été sur la liberté d'association d'abord, les réunions de manifestation, les droits aussi, les libertés d'expression, les droits de l'homme, a été donc reporté en 2023. Voilà ce que nous dit Saïd Salhi, puisque c'est lui qui est vice-président de la Ligue algérienne des droits de l'homme, c'est lui qui a annoncé officiellement cette information. Non sur l'APS, l'agence presse service algérienne. Aucune chaîne officielle, grande chaîne algérienne ne l'a annoncé, pardon. Mais c'est Saïd Salhi. Voilà ce qu'il dit à la demande du gouvernement algérien. Le gouvernement algérien de ne pas vouloir assumer ses engagements va parler de responsabilité ce soir devant les mécanismes donc onusiens. Ce sont donc c'est l'ONU avec ses représentants, puisque vous le savez, à l'ONU, on parle de sécurité, on parle d'environnement, mais on parle aussi d'écologie, on parle de santé et on parle de droits, des libertés et de protection des droits humains. Il s'agit de la 8e, de la 10e fois que l'Algérie reporte cette visite depuis maintenant 2011. Voilà ce que nous dit Saïd Salhi, vice-président de la Ligue algérienne des droits de l'homme. Je continue à le citer. Donc en parlant de l'Algérie, des représentants, d'Abdelmadjid Tebboune et ses équipes, je le cite, il a peur de cette visite qui va démasquer la réalité d'une répression implacable, c'est une fuite en avant. C'est la question qu'on se pose aussi ce soir. Je continue à citer, tellement la situation des libertés publiques est chaotique et est accablante en Algérie. On va donc en parler avec nos invités ce soir. Sur le plateau, bienvenue à vous, messieurs Lies Djebaili, militant pour les droits de l'homme. Vous êtes hirakiste et ingénieur, donc économiste. Bienvenue à vous. Merci pour l'invitation, Chaben, et je salue tous nos compatriotes, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Merci. Sur le plateau aussi, professionnellement ingénieur informatique, militant pour les droits de l'homme, il ne rate pas un dimanche depuis 2019. Tahar Sisri, bonsoir. Merci de m'avoir invité à participer à votre émission et bonjour à tous les téléspectateurs en fait, de Marharibiya. Comment ne pas l'inviter ce soir pour cette thématique avocat, vice-président de la Ligue algérienne des droits de l'homme, vice-président de Riposte International, grosse ONG qui fait un travail énorme à plusieurs niveaux. Maître Aïssa Rahmoun, bonsoir. Bonsoir, si Chaben, mais aussi aux camarades Tahar et Lies et à tous les téléspectatrices et téléspectateurs qui suivent actuellement l'émission sur le Marharibiya. Merci à tous les trois. Nous allons passer donc cette petite heure ensemble. Messieurs, d'abord 2 minutes chacun. Je voudrais vous faire réagir. C'était la thématique ce soir, mais ça me semble important. Et puis c'est lié. Un grand rendez-vous, première plénière notamment avec l'APN la semaine dimanche dernier, précisément en présence du président du Conseil de la Nation, donc Salah Goudjil, en présence du président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Bourali, et puis de Ayman Ben Abdelrahman, le Premier ministre. Voilà ce que nous ont dit notamment ces 3 personnalités. Pour Salah Goudjil, donc qui là revient sur ces 50 engagements qu'avait annoncé Abdelmadjid Tebboune. Voilà ce qu'il dit: la réalisation de l'autosuffisance et l'exploitation de toutes les potentialités du pays sont de nature à conforter davantage les décisions politiques de l'Algérie, à renforcer sa voix. Et il nous dit clairement, on l'a écouté hier, que ces 50 engagements sont en train de
se mettre en place depuis maintenant 3 ans, une par une. Monsieur Bourali, Ibrahim Bourali, donc sur l'Assemblée populaire nationale, il nous parle de sécurité et de stabilité. Je vais très vite, vous pouvez retrouver tout ça officiellement sur l'APS, on en a parlé hier. Il évoque aussi cette sécurité, cette stabilité qui est le fruit du travail du président de la République, un président qui a été énormément convoité, félicité, peut-être vénéré. On peut se poser cette question ce soir. Elles ont notamment été également rendues possibles, dit-il, grâce aux institutions du pays qui ont prouvé leur cohésion avec leur patrie et leur peuple. On parle du peuple ce soir en termes de droits humains et en tête, je continue à citer, l'armée nationale populaire, M. Bourali, donc, qui parle de l'Algérie, qui est augure aujourd'hui d'une nouvelle ère, présage d'un rétablissement de la confiance et témoigne de l'existence d'un accompagnement en faveur de l'effort national visant la réalisation du développement durable. Et avant de vous donner la parole, donc bien évidemment El Djish qui s'exprime et qui revient notamment sur une armée qui forme avec le peuple la cohésion nationale et puis qui revient aussi sur les mérites d'Abdelmajid Tebboune. On a encore une fois ici aussi effectivement une revue El Djish qui est la revue de l'armée qui revient et qui parle politique. Maître Rahmoun, je vais commencer avec vous. D'abord là-dessus, on va rentrer sur la thématique dans quelques instants. Mais quand on entend ces bonnes nouvelles, et on s'en réjouit, vous allez me donner votre avis, c'est peut-être la réalité, mais on a l'impression que depuis 3 ans, le président de la République, le Parlement, les ministres ont travaillé, le Conseil de la Nation, le Parlement européen, décidément, on va en parler du Parlement européen, mais du Parlement algérien, ont travaillé et que l'Algérie va bien. Victoire, succès, stabilité, confiance, cohésion nationale. On entendait hier Boualem Amoura, syndicaliste qui est en Algérie, qui nous dresse plutôt un tableau noir, mais en tout cas difficile dans le quotidien des Algériens. Lorsque vous entendez tout ça, vous réagissez comment ? Il me semble réellement qu'on parle de 2 Algéries. L'Algérie officielle, celle des institutions, des pantins du régime, mais aussi des décideurs politiques, des vrais décideurs politiques au pays. Et l'autre langage, l'autre vécu, c'est l'Algérie du citoyen, relégué au 2e collège, du jamais vu chez nous, du déjà vu au temps colonial, comme disait Hussein Ahmed. Comment parler de stabilité et de sécurité quand on voit cette ANP qui est déstabilisée de l'intérieur, mais aussi qui est déstabilisée par le peuple algérien qui n'a jamais cessé de dire que le vrai détenteur du pouvoir en Algérie, c'est l'état-major de l'armée. Comment imaginer dans un pays, dès que tu sors de la matrice de décideurs du régime, tu rejoins le Harash ou la prison militaire d'El Blida. Et quand tu sors de cette dernière, tu deviens un décideur du pays. On est dans une phase kafkaïenne, on est dans une psychose générale du régime, mais dans la cohérence du peuple. Contrairement à ce que avance le pouvoir à travers ces institutions, qui sont des institutions factices, dépourvues de légitimité populaire. Parce que parler de cette APN, parler des institutions élues, tout azimut, sur le plan vertical, partant de l'APC jusqu'à la présidence de l'Assemblée populaire nationale, en passant par les 2 chambres, la chambre basse et la chambre haute, c'est des institutions qui ne sont pas légitimes. Ils n'ont pas le droit de parler au nom du peuple, ce dernier qui ne les a pas élus d'une manière démocratique, d'une manière apaisée, dans un esprit de débat, dans une confiance établie parce que la confiance, effectivement, et là, le jeu de concept est assez dangereux à ce niveau. La confiance était retirée par le peuple à tous les soi-disant représentants de ce dernier. Ceux qui se sont accaparés le pouvoir, civil et militaire à la fois.
ceux qui se sont accaparés la décision politique et les privilèges de l'État. Parce que l'État, en fin de compte, c'est ce que, et là c'est un sujet vraiment juridico-politique à la fois qui revient à chaque débat, l'État c'est pas le régime politique, c'est pas le pouvoir politique. L'État c'est l'ensemble d'un territoire, d'une population et d'un transfert de volonté populaire vers des représentants qui sont élus dans un processus électoral bien déterminé. Une démocratie. Libre. Une Restez, démocratie. Voilà. Restez avec nous, Maître Rahmoun. Tahar Sisri, même question d'abord pour un peu revenir sur cette actualité, puisque c'est lié à la thématique de ce soir, les droits de l'homme, les détenus. En plus de ça, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, nous a longuement et nous parle encore aujourd'hui d'un rassemblement, d'une main tendue. Quand vous écoutez d'abord, pas plus tard que dimanche dernier, tous ces responsables de ces entités, de ces institutions, comment vous réagissez? C'est deux mondes différents, ou peut-être que c'est une bonne nouvelle et c'est une réalité, peut-être qu'Abdelmadjid Tebboune, en tant que président, travaille et le peuple va mieux. En fait, le pouvoir ne veut pas regarder la réalité en face, c'est ça le souci. Hein. Donc, les Algériens le savent très bien que la situation est dramatique. Et dramatique pourquoi? Parce que le pouvoir n'arrive même pas à gérer en fait les choses correctement. Les enfants, partout dans le monde, ont retrouvé le chemin de l'école. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, nos enfants n'ont pas repris les cours. C'est ça la réalité de l'Algérie d'aujourd'hui. Et on a vu il y a quelques mois, en fait, avec les feux de forêt, donc un pouvoir absent qui n'arrive même pas en fait à sauver en fait des vies. Même des enfants, des personnes âgées cramées par le feu. Donc ces gens-là parlent encore, ils essaient par tous les moyens de revenir avec leur discours et pour convaincre je ne sais pas qui. Parce que eux, je ne sais pas s'ils parlent avec leur base sociale, s'ils parlent avec les gens qui vivent avec à Mouradia ou à Hidra, ou ils parlent avec le peuple algérien. Parce que le peuple algérien, il est dans la souffrance. À Blida, il y a quelques jours, 2 enseignants poignardés à quelques jours en fait de la rentrée scolaire. Donc Tebboune n'a pas, en fait, essaie par tous les moyens en fait de vendre quelque chose qui n'existe pas, parce qu'ils ont tenté sur le plan international en fait de vendre une autre image, et puis sur le plan interne ils doivent en fait rebondir, mais ils ne pourront jamais, parce que le fossé qui est creusé entre le peuple et le pouvoir totalitaire qui est au sommet de l'État aujourd'hui, c'est quelque chose en fait qu'on ne peut pas en fait cacher, parce qu'aujourd'hui, on le voit, même dans les rues, les dealers vendent de la drogue. En fait, ils répriment en fait les militants. Dès que quelqu'un fait un like sur Facebook ou sur les réseaux sociaux, ils sont au courant, ils sont informés, ils ont des indicateurs. Mais quand il s'agit en fait des gens qui vendent de la drogue, en fait pour clochardiser la société, ils ne l'ont pas vu, tout simplement parce qu'il y a une volonté affichée de clochardiser en fait la société et d'essayer par tous les moyens de dominer, d'écraser. Donc, je pense que... Vous êtes place de la République tous les dimanches depuis le début, si je ne me trompe pas. Bravo, parce que militer, c'est aussi... voilà, Ilyes aussi, d'ailleurs, la Djebaili. Est-ce que le peuple, il a vraiment besoin d'être rassemblé? Le président de la République parle de ce rassemblement. Ici, on nous parle de les trois personnalités, hein, les 3 responsables nous parlent de cohésion, de peuple, de patrie, d'une armée derrière. Il y a toujours ce lien, d'ailleurs, entre l'armée et le peuple, alors que dans certaines nations, l'armée se fait plutôt discrète et on n'en parle pas. Est-ce que, une minute là-dessus, parce qu'on a le temps d'échanger, mais est-ce que pour vous, le peuple, il a besoin d'être rassemblé? Est-ce qu'il n'est pas rassemblé quelque part devant ce Daoula Madaniya, Machi Askariya, devant ce changement de système? Mais il faut le dire, hein, même si le peuple... parce que moi, personnellement, je lutte pour une Algérie plurielle. Hein, donc, même si le peuple, en fait, dans la rue, il y avait en fait des aspirations politiques
quelquefois en fait des aspirations qui s'opposent, ou il y a même en fait des gens qui n'ont pas la même vision, qui ont en fait des visions complètement différentes ou qui s'opposent, mais ils ont réussi à se rassembler, ils ont réussi à organiser des grands rassemblements ensemble, ils ont réussi à produire en fait un discours cohérent, ils ont réussi en fait à crier ensemble en fait et en fait pour les mêmes objectifs, ils ont réussi à réfléchir autour presque de toutes les questions. Par exemple, l'Algérie de demain, comment la construire, le régime politique, parce que ce régime, on ne peut pas s'appuyer dessus pour construire quelque chose pour l'Algérie de demain. Le rôle en fait de l'armée. Donc, je peux y aller plus loin, parce que les Algériens ont réfléchi presque à tout, et ensemble ils sont rassemblés. Et nous, on lutte pour une Algérie plurielle, donc même si les avis sont différents, mais on est unis pour le même objectif. Lies Djebaili, même réaction. On a de très bonnes nouvelles, on en parlait hier. Rassemblement, image à l'international, succès, victoire, présage d'un avenir prometteur. Au fait, il faut reconnaître que Tebboune et la junte militaire, ou l'état-major algérien, parce que je dissocie l'armée nationale algérienne et l'état-major algérien, ils sont en train de profiter de cette crise énergétique qui frappe le monde, et notamment en Europe, pour essayer un petit peu de profiter de la crise énergétique pour se refaire une virginité. Voilà, moi je vais employer les mots comme ça. C'est un autre son de cloche quand il disait Tebboune, le rassemblement. Moi, ce que j'ai vu, c'est quoi la réalité sur le terrain? C'est qu'il y a une inflation galopante, il y a une dérive autoritaire, dictatoriale sur fond de répression et d'attaques tous azimuts. Il y a dissolution d'associations comme le RAJ et la section à Oran. L'emprisonnement des journalistes, attaquer tout militant, l'emprisonner afin d'asseoir une certaine Alors, par la force. Qu'est-ce qui se passe selon vous, ces dirigeants politiques, ces personnalités? On adhère pas, on les aime pas, on peut faire un bilan, mais ce sont aussi des parents, ce sont des Algériens, certainement des patriotes. Dans quel monde vivent-ils alors? Quand qu'on vous écoute, on écoute nos invités effectivement d'Algérie, on a ce quotidien difficile, c'est une réalité, on le voit aussi sur les réseaux sociaux, on les voit avec les vidéos au quotidien. Ils vivent dans un autre monde où ils ne voient pas les choses de la même manière? Au fait, ils vivent dans un autre monde parce qu'ils sont... Tout d'abord, Tebboune, il est frappé par le sceau de légitimité. On ne peut pas appeler au rassemblement, on ne peut pas construire une nation s'il n'y a pas le suffrage, s'il n'y a pas le peuple derrière, s'il n'a pas été élu de façon légitime par un peuple. Il essaie d'exploiter, je redis encore, de cette crise énergétique pour redorer l'image sur le plan international. La visite de Macron a duré 3 jours, c'est tout le fanfare et tout ce vacarme et toute la presse algérienne qui louait un petit peu les soi-disant Tebboune, il est capable de remettre l'Algérie sur le plan international. On a vu une image, vraiment, on est resté scotché, c'est la première fois qu'on voit une image. Un état civil, un état militaire. Un état militaire, on a Tebboune et on a 2 généraux assistés par 2 généraux. Chaque général représente un clan pour reconstruire, reconfigurer l'équation d'équilibre, c'est-à-dire chaque clan doit veiller à ses intérêts. Et voilà, qu'est-ce qu'on voit? On voit une inflation galopante, on voit une misère qui sévit dans tout le pays. La rentrée scolaire, je pense, mi-septembre, les salaires ne suivent pas, la violence, elle est en train de gangréner la société algérienne. Je veux dire, c'est quasiment... Vous parlez tout à l'heure du Parlement et de l'Assemblée nationale populaire, ni plus ni moins. Ce sont des chambres d'enregistrement, donc c'est des députés quasiment acquis qui sont pro-pouvoir. Les partis d'opposition qui essayent de travailler et d'être aux côtés du peuple, comme le RCD, complètement poursuivi. L'UCP de Zoubida Assoul, poursuite judiciaire. Le MDS de Fathi Revez, poursuivi. Et c'est ça l'Algérie.
C'est ça l'Algérie dont il veut nous... Non mais... Nous allons maintenant écouter, souvenez-vous, il y a quelque temps, donc, le président Abdelmadjid Tebboune nous parlait d'un mensonge du siècle. Le mensonge du siècle, celui notamment des détenus d'opinion. اولا المسجونين تاع الراي هذه اكذوبه القرن ما عندناش مساجين تاع الراي. انا الانسان اللي يسب ويشتم وهذا يتعاقب بالقانون العام مهما كانت صفته. الحصانه موجوده الا المنتخب من طرف الشعب، النائب ولا العضو ولا الشمال داخل قبه البرلمان فقط. Voilà, on a écouté ici donc Abdelmadjid Tebboune, qui est le président de la République, qui nous parle d'un mensonge du siècle. Je vais juste maintenant, nous allons entrer, nous avons commencé avec vous, messieurs, entrer dans la thématique principale. Voilà ce que continue à nous dire Saïd Salhi, donc vice-président de la Ligue algérienne des droits de l'homme, puisqu'il a annoncé aujourd'hui, donc je vous le rappelle, c'est le report de la visite du représentant de l'officiel de l'ONU. C'est la 10e fois depuis 2011. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, on en parle ce soir. Voilà ce qu'il dit. Une situation caractérisée par les multiples atteintes et interdictions des libertés en matière de marche et rassemblements pacifiques interdites depuis mars 2021, des associations dissoutes et des bureaux fermés et scellés, à l'image notamment de Rage et de SDH Oran, entre autres, des partis politiques gelés d'activité, à l'image par exemple du PST, aussi entre parenthèses, on sait que l'UCP a eu des problèmes, l'UDS, le RCD, le parti de Fethi Ares aussi, le MDS, je continue donc, et d'autres sont sous poursuite judiciaire, voilà ce que aussi je viens de vous énumérer, multiples à l'image de l'UCP et le MDS. Voilà. Il vous le rappelle, et je termine à le citer, Saïd Salhi, le report de la visite du rapporteur de l'ONU en Algérie n'est qu'un refus déguisé du pouvoir, tellement les violations des libertés publiques sont flagrantes. Que dira-t-il devant le rapporteur, d'autant qu'il a prévu de rencontrer des acteurs politiques et associatifs autonomes. Maître Rahmoun, Riposte Internationale, la Ligue algérienne des droits de l'homme. D'abord, première chose, pourquoi est-ce que c'est Monsieur Salhi, c'est la Ligue algérienne des droits de l'homme qui nous fait cette annonce? Pourquoi est-ce que les services de l'État ne l'ont pas fait? Pourquoi est-ce que les médias n'en ont pas parlé? Exactement, ça nous renseigne du mépris de l'État par les voies autorisées qui sont l'APS de rendre public les décisions de l'État, entre guillemets, ou des tenants du pouvoir. Il faut se rappeler que la demande du rapporteur spécial sur la liberté d'association de réunion pacifique a été formulée depuis 2011. Et elle a été reportée 8 fois, effectivement. Et la toute dernière, c'est la 9e fois que le report est effectué pour l'année 2023. Le rapporteur spécial des Nations Unies, et là, quand Saïd dit que c'est une fuite, effectivement, mais aussi c'est narguer les institutions internationales. Ça nous renseigne aussi du rôle des Nations Unies qu'il faut revoir, qu'il faut réformer réellement. Quand on voit les groupes de travail ou les rapporteurs spéciaux qui sont plusieurs sur la liberté de penser, sur la liberté de la presse et sur la liberté religieuse, du culte, sur les droits des femmes, sur beaucoup de choses, l'environnement. Il y a beaucoup de rapporteurs spéciaux sur la torture, éventuellement. Effectivement, il y a plusieurs demandes ont été émises par ces rapporteurs spéciaux pour visiter l'Algérie. Il faut savoir qu'il existe un seul rapporteur spécial sur plusieurs thématiques, dont la liberté d'association, de réunion et de rassemblement pacifique. Ces rapporteurs spéciaux, leur mandat, il est dicté par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Ce même conseil, en octobre, l'Algérie sera membre de ce conseil, parce qu'il s'agit de 4 États, donc le Maroc, l'Algérie, l'Afrique du Sud et je ne me rappelle pas du 4e pays qui va intégrer le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies.
Ces rapporteurs spéciaux, par le fait de leur mécanisme, de leur travail, sont l'œil et l'oreille du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Alors imaginez, Chaban, le régime algérien, ce n'est pas seulement une fuite en avant, mais ils connaissent le terrain et les couloirs des Nations Unies. Un seul rapporteur spécial pour tous les États membres des Nations Unies et membres du Conseil des droits de l'homme, ça ne suffit pas. C'est des procédures très très lentes, c'est des procédures bureaucratiques, intervention individuelle et collective à la fois sur des questions précises, sur des thématiques précises, mais aussi sur des États. Ils maîtrisent la diplomatie des Nations Unies. Ils savent très bien. Ils jouent. D'ailleurs, je vous donne un exemple. Ils attaquent au niveau international sur fond, comme disait Siliès, effectivement, de la crise énergétique qui est une aubaine pour le régime algérien actuellement. Comme les événements du 11 septembre 2001 étaient une aubaine pour le régime algérien, sur fond de répression intérieure et de manipulation. Je vous donne un exemple. J'ai posté sur mon mur, sur un réseau social qui est le Facebook, la création par la police politique algérienne de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme, dont ils ont un siège à Tunis, qui porte le même logo que la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme, l'authentique. Ils attaquent en intérieur pour reformuler, remodeler ce qui est société civile et opposition réelle en Algérie. Pour se créer une société civile, ils reportent les rendez-vous. Un 9e report, ça nous renseigne que les Nations Unies, ces mécanismes, réellement sont en panne. Et puis il faut dire que ce mécanisme n'est pas contraignant pour l'État, pour les États. Parce qu'il y a des mécanismes contraignants, il y a des conventions contraignantes et des pactes contraignants, mais il y a d'autres qui ne sont pas contraignants. Donc à ce niveau, le rapporteur spécial sur la liberté d'association étant un mandat qui n'est pas contraignant pour les États, il y a deux mallettes. Il y a deux vitesses qui s'opèrent chez le régime algérien. Tout vendre à l'extérieur, mater à l'intérieur. Merci. On va essayer de comprendre tout de même après pourquoi, encore une fois, le pouvoir, le régime algérien reporte. Est-ce que c'est selon vous, est-ce que c'est une raison parce qu'on est dans un contexte, la rentrée, l'international, les hydrocarbures, le gaz, etc., la région du Sahel, ou est-ce que c'est parce qu'il y a une crainte? Tahar Sisri, d'abord cette question précise et on reviendra sur les raisons par la suite. Pourquoi, effectivement, est-ce que officiellement, l'APS, les chaînes algériennes n'annoncent pas clairement en disant voilà, ce n'est pas d'actualité, on préfère attendre 2023 pour prendre le temps d'accueillir l'ONU? De toute façon, les journaux, les médias du pouvoir n'ont jamais parlé en fait des droits de la personne humaine. Donc ça ne les intéresse pas parce qu'ils savent que leur chef piétine en fait les Algériens. Ils savent que leur chef ne respecte pas en fait ni la liberté d'expression, ni les droits de la personne humaine, ni les journalistes, ni on a vu pendant presque 4 ans donc des policiers qui humilient en fait des militants, qui les traînent par terre. On a vu en fait dans les prisons algériennes des militants assassinés d'une manière méthodique comme Kamaldine Fakhar, de Bazi, Tamalt. Donc ils essaient par tous les moyens de cacher quelque chose qui est extrêmement grave, hein, parce que là personne n'a le droit de parler en Algérie, hein. Même les militants n'ont même pas le droit de se réunir dans un café. Dans un café, il y a toujours un indicateur à côté qui va dénoncer et les militants se retrouvent rapidement en fait en prison. Donc on ne peut pas faire confiance à ce pouvoir totalitaire. Ce pouvoir n'a qu'un seul langage, c'est la violence. En fait, donc comment laisser en fait des rapporteurs rentrer en Algérie pour voir la réalité sur le terrain. Donc ils vont se rendre compte que effectivement les prisons ils sont bien remplis par des militants qui sont innocents, qui n'ont rien fait. Et ils ont juste demandé en fait le droit d'avoir leur droit. Ils ont essayé par tous les moyens en fait de montrer qu'il faut un changement. Et ils n'ont pas utilisé la violence parce que la révolution était une révolution pacifique. Donc le pouvoir n'acceptera pas
en fait de montrer en fait ces violences à des organisations humanitaires, parce que ces organisations par la suite ils vont parler, ils vont dire voilà, l'Algérie ne respecte pas en fait les droits ni les libertés, donc ils empêchent par tous les moyens en fait les Algériens de s'organiser, de militer, les partis politiques en fait d'exprimer un avis différent de celui du pouvoir en place. Donc c'est leur logique. Donc Lies Djebali, pareil sur le silence dans la forme, le silence des médias, ou même peut-être limite un droit de réponse si c'est faux. Bon, pour l'instant il s'avère que c'est vrai, mais il n'y a pas eu entre guillemets de démenti non plus. Hein. Tout à fait. En fait, il faut savoir, la donnée intrinsèque de départ, il faut s'appuyer sur cette donnée. C'est très simple. C'est que ce régime, quand je dis le régime, il a tourné le dos non seulement à son peuple et à toutes les instances internationales démocratiques, je veux dire même à l'ONU. Donc moi, ça ne m'étonne pas que ce régime, il a tourné le dos pour une raison très simple. C'est parce que le rapporteur spécial de l'ONU chargé de tout ce qui est liberté, réunion, association et manifestations, une fois arrivé à Alger, non seulement il doit rencontrer les officiels, mais aussi les partis d'opposition. Mais sur cette question, on va revenir, on va avoir besoin de votre avis effectivement sur cette, peut-être sur cette crainte de cette responsabilité, ou peut-on parler de fuite, mais encore une fois, les médias sont restés silencieux tout de même. Est-ce que c'est parce que... ils n'y croient pas parce qu'ils ont fait ce choix naturellement et il y a une liberté, ou est-ce qu'effectivement ils sont aux ordres? Mais vous savez, moi j'ai voulu tout à l'heure, j'essaie un petit peu de sortir du sujet, comparant la Corée du Nord et l'Algérie, quasiment c'est la même chose, excepté sur deux éléments. C'est-à-dire que le peuple nord-coréen, aussi bien que le peuple algérien, il faut le dire, ils sont privés de liberté, de leurs droits fondamentaux, les plus élémentaires, les plus basiques. Très simple. Donc quand on dit que la visite du rapporteur spécial de l'ONU, qui était prévue à partir du 12 septembre, est reportée jusqu'à 2023, déjà, c'est vague, ça n'a aucun sens. Quel 2023 début, on ne sait pas. C'est un refus catégorique. Mais une fois arrivé le rapporteur spécial, c'est la grande, je veux dire, c'est la grande catastrophe. Et c'est un pays qui baigne dans la dictature la plus absolue. Je veux dire, de quoi parle-t-on avec ce rapporteur ? On va lui dire qu'il y a plus de 300 détenus qui sont en train de croupir dans les prisons. On va lui dire qu'on est en train de, je veux dire, d'anéantir et de priver un peuple de liberté. De quoi parle-t-on ? Le rapporteur spécial, il doit parler avec les officiels, aussi bien avec les partis d'opposition et aussi la société civile autonome. Je vous signale, j'ai fait partie de la délégation qui est partie à Genève le 20 septembre 2021, et l'autre qui nous a reçus, il nous a dit par texto, par A+B, par les mots, que nous avons reçu l'invitation de venir en Algérie. C'est-à-dire l'invitation a été faite. Depuis 2011, la demande a été faite. Maître Issa Rahmoun, il vient de dire 8 fois ou 10 fois ça a été reporté. Maintenant, 2023, on joue à la... Et tout ça, il profite le régime, parce qu'il y a une crise énergétique non plus. Il faut savoir que la question des droits humains ou des droits de l'homme en Algérie n'intéresse plus la communauté internationale. Ce qui intéresse maintenant la communauté internationale, c'est la crise énergétique. Et c'est ça. Donc nous devrions être beaucoup plus vigilants, beaucoup plus, je veux dire, objectifs et rationnels. Comment nous devrions tenir notre... On va essayer de comprendre ça dans un troisième temps, effectivement. Sachez qu'en novembre 2020, c'est le 27, clairement, donc l'ONU a voté une résolution à 669 voix contre 3 pour dénoncer les libertés des droits de l'homme et les libertés d'expression en Algérie. Mais depuis maintenant, il y a 48 heures, effectivement, il y a eu tout un accueil, un tapis rouge, un cérémonial pour Charles Michel, qui est le patron, le président du Conseil européen. Et encore une fois, en tout cas, on n'en a pas entendu parler. Cette résolution n'a pas été évoquée, certainement, Lies Djebali, mais on va en parler peut-être pour des raisons, effectivement, là, d'enjeux géostratégiques. L'Europe y va pour ses intérêts, notamment autour du gaz. Le président Abdelmadjid Tebboune nous parlait tout à l'heure de ce mensonge du siècle, mais il nous parlait aussi il y a quelque temps qu'il n'y a pas de détenus, notamment il n'y a pas de détenus, il n'y a pas de prisonniers d'opinion, entre autres, et même de journalistes d'ailleurs. C'est un juge par conviction.
سي با دوجوردي ما كانش سجين الرأي تعطي رأي معاكس على الرأي نتاع السلطة ولا كذا تدخل هذا ما نهبطوش لهذا المستوى، ولكن اللي يمس بالأمن العمومي ويبغي يحتل الأمور بالدراع واللي يشتم ويجرح ويخلق بالبلة في البلاد، هذا ما هوش حرية التعبير، هذه حرية التخريب، حرية الشتم، حرية كلام، هذه ما تبقاش. اللي قلتها مرارا، الديمقراطية تتبنى بحرية التعبير الحقيقي، حرية التعبير المسؤولة. Voilà, le président de la République qui s'exprime toujours sur les prisonniers et les détenus. Dernièrement, il avait évoqué quelques 8000 journalistes en Algérie et il n'y en avait que 4-5 qui étaient en prison et pas pour leurs problèmes de fonction mais pour d'autres problèmes. 500 personnes ont été mises en détention et plus de 7000 personnes ont été interpellées dans la seule année de 2021 juste pour le fait d'avoir exercé leurs droits fondamentaux d'opinion, d'expression et de manifestation pacifique. Et à noter aussi qu'il y a environ 250, pas loin de 250 poursuites judiciaires qui ont eu lieu en 2021 selon toute une série d'organisations. Et c'est la question qu'on va se poser maintenant, c'est pourquoi effectivement ce report? Est-ce qu'on peut parler de fuite, de responsabilité? Est-ce que le président de la République, le ministre de l'Intérieur, le ministre des Affaires étrangères, enfin peu importe, ne veut pas être confronté à répondre à des questions face à l'ONU. Nous avons ici, vous pouvez retrouver notamment en fin 2021 une centaine d'associations, d'organisations qui ont signé notamment ce communiqué avec ces chiffres. Il y a des signataires effectivement des organisations algériennes mais internationales qui viennent du monde entier. Vraiment, je vous invite vraiment à les retrouver, que ce soit de la Tunisie, des États-Unis, de la Mauritanie, en passant par Europe Média Organisation. Il y en a vraiment. Le Yémen aussi qui s'exprime. Enfin, il y a pas mal d'organisations qui dénoncent ça. Et on a l'impression de vivre ici tout de même. Et le peuple algérien est face à un pouvoir qui est totalement ignorant et totalement sourd. C'est la question qu'on se pose maintenant. Maître Rahmoun, toutes ces organisations maintenant qui... Amnesty International, on pourrait en citer plein, bien évidemment, qui dénoncent ça depuis des mois, notamment depuis 2019 avec la sortie de l'arrivée de cette révolution pacifique. Pourquoi, selon vous, il y a cette ignorance? Pourquoi, comme le disait, selon Tahar Sisri, ce n'est pas du tout évoqué? Est-ce que vous rejoignez Saïd Salhi? Il y a un problème de responsabilité, de fuite, de crainte d'être confronté face à l'ONU sur cette question précise? Oui, effectivement, la crainte, elle est là, mais aussi narguer les institutions internationales. Vous savez, sur le plan philosophique et la vie de la société civile, que ce soit au niveau interne des États ou au niveau international, il y a toujours eu ce débat, cette confrontation entre les institutions, les États et les sociétés civiles, mais aussi la classe politique. La classe politique qui n'arrive pas à admettre et qui voit en la société civile, en les associations, en les ONG, en les syndicats ou en les collectifs, une menace réelle qui pèse sur... Parce qu'un parti politique, il est créé pour prendre le pouvoir. C'est ça, un parti politique. Qu'il soit de l'opposition ou un parti qui est au gouvernement ou dans la prise de décision politique. C'est avoir l'envie, avoir la prétention, avoir un programme, avoir des ressources pour prendre le pouvoir, bien sûr, et exercer ce pouvoir avec son idéologie, avec ses appareils, avec sa feuille de route. Et la société civile, réellement, la société civile, par définition, c'est quoi? C'est comme disait Ali Yahya Abdelnour Birahmou, un militant des droits de l'homme ou un activiste, c'est la femme et l'homme qui sont en face de tous les régimes politiques, quelle que soit son obédience, pour la promotion, la protection des droits de la personne humaine.
C'est ça une société civile. Alors cette société civile, au mois d'octobre, on aura fêté le centenaire de la Fédération internationale des droits de l'homme, qui est une ONG très très importante, internationale, comme Amnesty International, comme le réseau euro-méditerranéen des droits humains. Toutes ces ONG font leur travail en direction des États pour la promotion, la protection des droits de la personne humaine. Mais en Algérie, imaginez un régime qui ne respecte pas, je pèse très bien mes mots, qui ne respecte pas l'opposition. Parce que dans l'adversité politique, ton adversaire politique, il est digne de respect. Dans des États raisonnables, dans des États qui se respectent, dans des États qui veulent se développer. Je ne parle pas d'États développés, qui veulent se développer. On respecte son adversaire. Il y a des règles de jeu établies. En Algérie, il n'y a aucune règle de jeu. Il n'y a aucun mécanisme politique, juridique. On est dans un État voyou. Réellement, on est dans un État voyou. Il n'y a aucune norme institutionnelle. Il n'y a aucune philosophie. Il n'y a aucun esprit politique qui est l'émanation de la loi et de son esprit de la loi et de l'esprit de la loi, qui font que le régime actuellement nargue les institutions internationales. Parce qu'on est riche. Tu vois la culture, le pouvoir تاعنا, le régime تاعنا, c'est un régime بقار. عنده دراهم. Permettez-moi, Chaban, je vous raconte cette anecdote, plutôt une histoire vraie. Je vais vous prendre 2 minutes de plus. N'oubliez surtout pas les autres invités sur le plateau. Allez-y. Non, il nous reste 8 minutes. C'est pour vous donner la dynamique. Il nous reste 8 minutes d'émission. Je vous en prie. Quand on a Cheikh dans une fête, dans l'Algérois ou en Algérie, en gros, c'est un privilège. Animer une fête de mariage. Quelqu'un, avec, vous voyez l'allure qu'il avait, il est très bien vêtu, des moustaches qu'il tournait. Tout le monde avait quitté l'Anqa en allant vers ce bonhomme. Ce bonhomme, العنقة في هضرة تاعو والله غير راني نسمع له واش راه يهضر ربما نتعلم من عنده. Il a quitté son public, راح عند البقار. Il trouvait qu'il disait du n'importe quoi. حاشا السامعين. واش قال له محمد العنقة؟ Et ça c'est une caricature du régime algérien. قال له يا خويا المحترم هضر كيما راك لابس ولا لبس كيما راك تهضر. On a un régime voyou. Il doit se vêtir de ce qu'il est réellement. J'essaie de revenir vers vous très, très rapidement. Tal Sisley, vous pouvez réagir sur cette raison du report. Et puis, tout à l'heure, on avait un invité dans cette viande qui est Omar Ait Mortal, qui disait qu'il n'y a pas de parti politique, il n'y a pas d'association, il n'y a pas de militants pour faire l'opposition. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les ONG dénoncent, des partis politiques aussi, le Parlement européen, Maria Arena a dénoncé entre autres. Est-ce qu'on peut réellement être opposant aujourd'hui en Algérie? Est-ce qu'on peut être un parti politique? Est-ce qu'on peut être une association? En fait, le pouvoir n'a pas besoin en fait, d'association, enfin, il n'a pas besoin de contre-pouvoir parce que c'est le totalitarisme. Hein. Quand le pouvoir décide en fait, de faire quelque chose, il va le faire. Tu acceptes, tu n'acceptes pas, ça ne les intéresse même pas. Donc c'est ça la réalité de l'Algérie d'aujourd'hui. Donc ils ont détruit tout le mouvement associatif. Pourquoi? Parce que c'est quand on laisse les associations travailler, donc ça permet en fait de conscientiser le peuple. Donc ça n'intéresse pas la junte militaire. Eux, ils ont choisi en fait de piétiner les partis politiques, les organisations syndicales, même en fait toutes les voix en fait discordantes. Donc eux, ils sont dans une logique en fait de reprendre le pouvoir, laminer en fait tous les militants qui ne sont pas d'accord avec eux et en fait partir en fait dans une logique qui va détruire l'Algérie parce que c'est très dangereux ce qu'ils sont en train de faire hein, parce que le peuple n'acceptera pas ça. Un chômage de masse, des jeunes qui ne trouvent pas de solution, qui prennent le large, une école sinistrée, des hôpitaux en fait morgues.
Donc le peuple algérien n'acceptera pas ça. C'est une question de temps. Ils vont revenir en fait dans la rue et ils vont revenir avec force. Et comme le pouvoir a choisi en fait la méthode, la méthode en fait la plus mauvaise, parce qu'il est réellement il est en crise, il n'arrive pas à remonter sa crise, il n'arrive pas à renouveler en fait une façade qui va satisfaire au moins une petite partie des Algériens. On le voit dans le discours. Hein. Ils font un discours, quelques minutes après, les militants en fait discrédite complètement ce discours et discrédite tous les éléments qui sont... Le peuple appelle à un changement de système, appelle à ce que ces équipes qui sont là-haut, ce pouvoir, entre guillemets, s'en aille. Le Yetnahaouga, est-ce que vous sentez tout de même une fragilité là-haut ou c'est tout de même un Sénat, un Parlement, un président qui est là, qui tient la route, des responsables de l'armée? Le pouvoir, il faut le dire et le répéter, il est mort. Il est mort. Il n'arrivera pas à s'en sortir. Tout simplement parce qu'il essaie de vendre en fait un certain discours. Le discours, en fait, personne ne l'accepte. En quelques minutes, en fait, les militants et en fait les militants arrivent à les déstabiliser. Donc, ils n'arrivent plus en fait à vendre leur discours. Donc, pour moi, le pouvoir il est en difficulté. Je vais tenter de revenir vers vous pour une dernière minute après. Lies Djebaili, pareil là-dessus sur cette raison et puis toutes ces manifestations sportives. Emmanuel Macron le 5 juillet, les Jeux Olympiques ou je ne sais autour de l'armée, c'est ça l'Algérie du président de la République, c'est pas l'Algérie du peuple? Non, c'est pas l'Algérie du peuple, donc je pense que le peuple algérien, il est très mature, il comprend que tout ça c'est un scénario, c'est de la fanfarade, c'est quelque chose de burlesque à ciel ouvert. Mais moi j'ai une autre... si je suis amené à analyser à tel point ce régime est arrivé à une répression, de réprimer quasiment l'ensemble du territoire, il est en train d'appliquer le concept du macartisme. Et je le dis et j'assume ce que je dis. C'est-à-dire le macartisme, c'est une doctrine qui a été développée aux États-Unis dans les années 50, c'est-à-dire ce qu'on appelle, pour diffuser la peur rouge, ce qu'on appelle les Américains le red care, ce qu'on appelle la chasse aux sorcières. Et ce qu'il est en train de faire, il est en train de développer, de voir ce qui a été développé durant la guerre froide dans les années 50 et de l'appliquer à son propre peuple. Mais la répression, tout ça, ça va, tôt ou tard, ça va finir dans les abîmes. Pour une raison très simple, on ne peut pas gérer par la force, on ne peut pas gérer par la légitimité. Et moi je dis, le peuple algérien doit se réveiller, devrait se réveiller, que nous devrions compter que sur nous-mêmes. C'est de faire rejaillir cette intelligence, et de travailler et de faire de la coordination, de mettre en place des passerelles et de travailler avec intelligence pour bâtir des associations, des micro-partis et trouver la convergence, le consensus pour aller jusqu'au bout. Parce que si nous voulons compter sur l'ONU qui est un organe démocratique, instance démocratique qui représente les droits de l'homme, certes, mais vous voyez très bien que le régime, il est en train d'exploiter le sous-sol algérien, les richesses et les deniers du peuple algérien pour en faire une monnaie d'échange. Il est 19h51 en Algérie, 1 minute chacun. Maître Rahmoun, vice-président de Riposte Internationale, je vais très vite. Certains pays vont en Algérie actuellement, notamment pour des raisons certainement qui les intéressent pour leur nation. On en a longuement parlé, mais vous avez signé cet appel que vous avez remis à Emmanuel Macron. Qu'en est-il, sachant qu'actuellement le président de l'Europe n'a pas du tout parlé de cette condamnation, de cette résolution de 2020. Est-ce que vous avez eu des réponses de l'Élysée? Il faut attendre pour avoir une réponse de l'Élysée, mais par contre, sur les mécanismes de partenariat qui existent entre les États, non seulement les États, mais entre les peuples. Parce que là, dans la politique européenne de voisinage et dans l'accord d'association entre l'Europe et l'Algérie, un article est clair, l'article 2 de cet accord dit qu'il ne peut pas y avoir de partenariat ni économique ni commercial avec les États de la rive sud de la Méditerranée si ces États ne respectent pas la démocratie, la promotion de la citoyenneté et les droits humains.
Et on se retrouve aujourd'hui devant une situation, comme je disais tout à l'heure, sur la philosophie de la réforme des Nations Unies. Aujourd'hui aussi, on doit exiger en tant que société civile algérienne, militants algériens établis en Algérie, mais aussi pour notre diaspora, revenir sur l'article 2 de cet accord, qu'aucun accord commercial et économique ne peut se faire sans le respect des droits de la personne humaine, la promotion de la démocratie et de la citoyenneté. Merci Maître Rahmoun, 1 minute chacun, messieurs. À vous écouter les uns et les autres, on a l'impression tout de même que personne ne peut rien faire sur ces droits, cette liberté d'expression. Du coup, à part le peuple, c'est quoi la solution? C'est que le peuple revienne, c'est que... En fait, c'est la réalité. On ne peut pas demander à Macron en fait, de nous arracher en fait, la démocratie. Hein. C'est à nous-mêmes en fait, d'arracher cette démocratie. Il faut la mériter, voilà. Il faut la mériter, il faut travailler sur le terrain, il faut réorganiser en fait, les syndicats autonomes, il faut mettre en place des associations autonomes aussi. Donc il faut réorganiser la société civile, il faut renforcer les collectifs en fait, qui travaillent pour en fait, organiser des rassemblements, des marches, intensifier en fait, le travail sur le terrain. C'est la seule chose qui va permettre en fait, au mouvement de revenir avec force, parce qu'en Algérie, moi je comprends, hein, je n'appelle pas les gens en, fait, en Algérie de sortir, c'est à eux de décider eux-mêmes, c'est à eux de s'organiser eux-mêmes. Par contre, à l'extérieur, nous n'avons pas le droit en fait, de baisser les bras, nous n'avons pas le droit de regarder le peuple souffrir, nous n'avons pas le droit de laisser en fait, notre peuple mourir en fait, dans le silence. Et ces gens-là, ils n'ont ni les compétences, les gens qui sont au sommet de l'État n'ont ni les compétences, ni l'intelligence, ils ont les chars et les Kalachnikov, mais pour réprimer, pour mépriser en fait le peuple et en fait le pousser en fait à l'appauvrissement, aux souffrances. Donc c'est à nous de travailler sur le terrain pour déstabiliser ce pouvoir. Le mot de la fin, l'extérieur, vous êtes bien placés tous les deux, vous vous rendez aussi entre autres à Genève. C'est ça aussi le travail de la diaspora, c'est de continuer cette solidarité. Absolument. En novembre, enfin sous le contrôle de Maître Aïssa Rahmoun, en novembre 2022, il y aura l'examen de la situation des droits humains en Algérie devant le Conseil des droits, à Genève. Il faut essayer d'exploiter le mois de novembre 2022 pour essayer un petit peu de mettre tout le paquet et d'alerter l'opinion internationale sur ce qui se passe en Algérie. Mais pour finir, au fait, la solution n'émane que du peuple. Hein. Les grands peuples, nous sommes un grand peuple parce que nous avons eu notre indépendance grâce au sacrifice des Chouhada et grâce au sacrifice de tout le peuple. Donc la solution, c'est à nous de la trouver. C'est à nous, si vraiment nous voulons aller bâtir un état de droit démocratique, de citoyenneté, égalitaire, sociale, pour l'Algérie et mettre l'Algérie devant le concert des nations, la solution vient du peuple. Merci. Et il y a un effort à faire. Vous avez 20 secondes. J'ai 20 secondes en fait, c'est juste pour appeler à un rassemblement à la place de la République le dimanche prochain et on discutera en fait de la marche du 1er novembre. Parce qu'on organisera une marche pour... 1er novembre 54, effectivement. Ouais. Merci, messieurs. Lyes Djebali, ingénieur économiste, militant des droits de l'homme. Avec nous, Maître Rahmoun, vice-président de la Ligue algérienne des droits de l'homme et de Riposte internationale. Et bien évidemment, avocat. Taha Sisri, militant aussi pour les droits de l'homme, hirakiste. Merci infiniment. Merci l'équipe, Karim, Dina et Jamila de m'avoir accompagné pour réaliser techniquement cette émission. Le titre de l'émission, il fallait revenir effectivement sur ce report d'un représentant de l'ONU qui devait se rendre le 12 septembre dernier pour parler des droits de l'homme, en tout cas reporté en 2023. Bonne soirée à tous. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec Al-Umq. Bonne soirée sur Al Mara Al Bia.